Ce que je voulais partager, c'est un peu le titre de ce que j'ai proposé, c'est-à-dire que désormais, grâce aux travaux des paléontologues, c'est ce que je viens mettre en valeur, on sait parfaitement où est né l'homme, genre humain quand même, c'est pas rien, quand est né l'homme, pourquoi il est né, ce qui est encore plus grave. Moi, je connais des collègues, il y en a dans la salle qui disent comment on sait, pourquoi on ne sait pas. Moi, j'ai la prétention de dire que la science le sait et comment c'est fait l'homme, en quelque sorte. Et ça, comme ça nous concerne, puisque nous sommes des humains, il me semblait que c'était un titre et un sujet lourd, et prétentieux un petit peu, mais c'est une certaine pertinence que l'on peut justifier par la démonstration scientifique. Donc on sait désormais où est apparu l'homme, quand il est apparu, pourquoi il est apparu et comment il s'est fait en quelque sorte. Parce que l'homme est notre... Enfin, nous sommes humains nous-mêmes, donc l'homme, on l'a bien entendu ce matin aussi, est notre sujet principal d'intérêt. Et lorsque les éléments que l'on étudie sont bien situés, sont de mieux en mieux situés, ils sont d'autant mieux appréhendés. Donc je trouve que mettre l'homme, je ne dis pas remettre, mais mettre l'homme à sa place dans les 4 milliards d'années d'histoire de la vie, par exemple, mais à sa place aussi dans l'évolution et l'évolution du cerveau, dont on a parlé beaucoup. Il y a eu de belles questions d'ailleurs à ce sujet-là aussi. C'est une manière de mieux se connaître soi-même, connaître toi-même, et de dire ça à l'humanité, que l'humanité se connaisse elle-même pour peut-être mieux appréhender son avenir aussi, et mieux la traiter au jour le jour et mieux appréhender son avenir. La science est chargée de décrire le monde. Et décrivant le monde, elle est chargée de tenter de comprendre comment fonctionne le monde. Et à partir du moment où, ayant décrit et ayant compris comment le monde fonctionnait, d'essayer d'appliquer ce que l'on a compris au bénéfice de l'humanité, ce qui se fait quand même couramment. Alors, ceci étant dit, moi je respecte beaucoup l'homme, les humains. Donc je respecte beaucoup l'humanité. Ça veut dire que je respecte beaucoup toutes les manières de penser. Et je peux comprendre que sur les 8 milliards d'hommes, il n'y en a qu'un certain nombre. Je ne dis pas un petit nombre, mais quand même pas un nombre très gros, pas la majorité en tout cas, qui croient au discours scientifique. Donc imaginez que je rejette toute la partie de l'humanité qui ne croit pas à mon discours. Ça serait épouvantable. Un jour, au Collège de France, moi qui enseigne l'histoire de l'humanité et l'histoire de l'origine de l'humanité, j'ai fait venir une conteuse. J'avais rencontré une jeune femme en Suisse qui était conteuse. Et je lui ai dit, voilà, tu vas venir avec moi faire un cours au Collège de France, sans prévenir personne. Et je lui ai dit, tu vas apprendre la manière dont je sais pas quoi, je dis n'importe quoi parce que je ne me rappelle plus, les Congolais, les Camerounais, explique l'origine de l'homme, le mythe d'origine. Et puis moi j'ai commencé mon enseignement sur l'approche scientifique habituelle, et puis sans transition, toujours sans la présenter, je lui ai laissé raconter l'histoire d'un gros crocodile qui avait fait un œuf énorme, d'où était sorti l'homme. Ceci pour dire que ces mythes d'origine dont on rit souvent, quand on a une formation scientifique, ne sont pas risibles et qu'elles sont aussi respectables que nos manières d'expliquer scientifiquement la même histoire, finalement. Alors, je ne dis pas que la science est un mythe d'origine parmi d'autres, ça va de soi, puisque le discours scientifique, par excellence, il s'appuie sur la démonstration, donc ce n'est pas du tout la même approche. Ceci étant dit, je n'ai aucune raison de jeter la pierre aux gens qui ont en ce moment une certaine méfiance de la science. Vous savez, l'histoire évolue, l'histoire bouge, donc je n'ai pas de crainte particulière devant cette société actuelle qui a quelques méfiances parce qu'il
il y a eu quelques développements techniques qui, en effet, ont produit des pollutions, et pollutions qui, aujourd'hui, sont désagréables pour l'humanité tout entière. Le fait que ces liens se soient développés, le fait que les réseaux sociaux, même si on ne le veut pas, peuvent s'en mêler, fait qu'il n'y a plus de choix. On est bien sûr sous le regard des autres. Et ce n'est pas un mal, puisque au départ, on a fait tout ce qu'il fallait pour le faire. Vous savez, au départ, ce n'est pas simple, hein. Pour moi, c'est par hasard. Très sincèrement, je n'avais pas pensé à ça. Moi, j'avais pensé à faire une carrière de scientifique. Quand on est petit garçon, qu'est-ce qu'on veut devenir quand on veut devenir scientifique? On veut devenir un grand savant, on veut faire des découvertes extraordinaires, on veut devenir célèbre, etc. Enfin, c'est des choses banales dans la tête d'un enfant. Mais je n'étais donc pas du tout préparé à transmettre. Et il se trouve que quand vous êtes sur le terrain, que vous fouillez, que vous trouvez des restes d'animaux, tout le monde s'en moque, hein, ça n'a vraiment aucune importance. Mais quand très rapidement, moi c'est arrivé dès ma deuxième campagne en Afrique, c'est-à-dire dès 61, vous trouvez un fossile humain, tout le monde court après vous. Et le fossile humain devient tout d'un coup une vedette. Et avec lui, vous le devenez un petit peu, malgré vous, vous êtes heureux, j'en sais rien, de vous-même, vous devenez un petit peu vedette avec le fossile humain. Et ça m'est donc arrivé tôt, en 61. Et depuis 61, je veux dire que les médias ne m'ont plus quitté. Et merci. Et je les ai bien reçus, je les ai volontiers reçus, j'ai volontiers parlé, ça m'a plu d'ailleurs. J'ai mis beaucoup plus de temps à rencontrer les publics pour une question de timidité, je pense. En tout cas, à cette époque-là, j'étais très critiqué. Les relations que j'avais avec les médias étaient très critiquées. Et comme en plus j'ai été lauréat de ce qu'on appelle toujours la Fondation de la vocation, mais aujourd'hui on appelle la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet pour la vocation, puisque Marcel Bleustein-Blanchet, patron de Publicis, en a été le fondateur. Donc, comme j'ai été lauréat en 63, Marcel Bleustein-Blanchet, publiciste, qui en avait l'habitude, a fait pour moi une conférence de presse. Vous vous rendez compte, un jeune chercheur faisant une conférence de presse, ça a été très mal vu. Je ne citerai pas les noms, mais certains grands chercheurs, grands scientifiques qui étaient chargés de me juger au CNRS, au Centre national de la recherche scientifique, chargé de mes crédits, chargé de ma promotion, etc., ont même dit que je me prenais pour De Gaulle. Alors franchement, je veux bien me prendre pour des tas de gens, mais sûrement pas pour De Gaulle. C'est-à-dire que ça grinçait quand même. Et malgré ça, ces gens-là ne m'ont pas bridé. Ils ont eu, je ne sais pas, l'intelligence ou la sagesse ou la faiblesse de ne pas arrêter ce courant. Et moi, je me suis posé la question à un moment donné. Je me dis, est-ce que ma carrière va se poursuivre dans ces conditions, moi qui ai tant de rapports désormais avec le public? Et finalement, j'ai fait une réunion avec des gens qui sont ici d'ailleurs, en leur disant, voilà, c'est moi qu'on appelle et je suis désolé, mais je veux bien volontiers vous offrir la tribune que l'on m'offre, ou vous faire venir avec moi, mais en général, quand je propose ça aux journalistes, vous êtes bien placés pour le savoir, ils disent non, il faut payer de sa tête, il faut que le public sache que ma tête, ça veut dire paléontologie, de même que dans le temps, à l'époque où j'avais commencé, la tête de Tazieff, ça voulait dire volcan, la tête de Cousteau, ça voulait dire océan, enfin, etc. C'est un petit peu ce que souhaitent les journalistes, c'est-à-dire qu'il y ait une synonymie immédiate qui s'installe. Donc, j'ai réuni ces collègues qui m'ont dit non, tu fais ça très bien, on s'efface sans difficulté. Bon, j'étais un peu soulagé, mais ça me gênait d'être toujours sur scène et d'être toujours celui que l'on interviewait. Ceci étant dit, je me suis pris au jeu d'abord. Ensuite, je n'ai pas été lâché par les médias. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé les publics. Moi, j'aime bien les gens. C'est sincère, j'aime bien les gens, en général. D'où d'ailleurs mon respect
dont j'ai parlé tout à l'heure, de l'humanité tout entière et de ses idées, même si ce ne sont pas les miennes. Et comme j'aime bien les gens, j'aime beaucoup rencontrer les gens. Comme j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien leur raconter des histoires, j'aime bien que mes histoires soient comprises. J'allège ça par des petites histoires qui font rire et qui facilitent peut-être les rapports. Peut-être que je ne suis pas sérieux comme scientifique, mais si, mon discours scientifique est sérieux, croyez-le-moi. Il est bien assuré par ailleurs. Et cette transmission fait qu'elle souhaite une réciproque. C'est-à-dire que si j'aime bien les gens, ce que je souhaite, c'est que les gens m'aiment bien aussi, quoi. C'est tout simple. Non, la relève est fantastique. La relève est beaucoup plus brillante que nous, que moi en tout cas, sur le plan des mathématiques, par exemple. Sur le plan des technologies, incontestablement. Donc elle comprend certaines choses bien mieux que je ne le saurais le faire. Elle pratique les écrans bien mieux que je ne le fais. Plusieurs générations, au-delà de moi-même. Moi, j'ai plus de 80, donc vous voyez que j'ai quelques chercheurs derrière moi. Il se trouvait que l'autre jour, j'étais dans un jury de thèse, et dans ce jury de thèse, j'avais quelqu'un à qui j'avais fait passer sa thèse, qui lui-même avait quelqu'un à qui il avait fait passer la thèse, et on faisait passer la thèse à un autre. Donc il y avait au moins 4 générations. Ça ne rajeunit pas, mais c'est agréable, c'est sympathique. Mais la jeune génération, bien sûr, est brillante. Alors en ce qui concerne la paléontologie plus précisément, oui, il y a beaucoup de gens qui voudraient faire de la paléontologie, qui aimeraient faire de la paléontologie, qui en font volontiers, mais sans que ce soit tari, le recrutement est quand même mince, quoi. Donc on comprend bien qu'il y ait un peu de réticence à poursuivre dans ce genre d'études lorsque ça ne s'ouvre pas volontiers ensuite à des carrières. Moi, j'encourage toujours. J'encourage toujours, parce que si quelqu'un est passionné, ce serait dommage de casser la passion. Si quelqu'un a la persévérance, la patience qu'il faut pour travailler, il faut travailler beaucoup, enfin, je n'ai pas besoin de dire ça, il faut travailler. Et puis ensuite, avoir suffisamment de patience pour attendre des résultats éventuels qui, quelquefois, ne sont pas au rendez-vous, donc repartir dans d'autres directions. Donc tout ça, ce sont des qualités, bien sûr, sans parler des qualités de curiosité, d'observation, etc. Et dans la mesure où les gens ont tout ça et veulent s'accrocher, moi j'encourage. Je ne décourage pas du tout, je ne décourage jamais. Et chaque année, pendant des années, j'ai fait passer à peu près 200 thèses. J'ai dû avoir une demi-douzaine de thésards, de docteurs par an. Et cette demi-douzaine de docteurs, je trouvais pratiquement des emplois pour tous. Ceci étant dit, oui, les jeunes générations sont magnifiques, sont aussi passionnées, sont aussi précises. Sont aussi attirés par le terrain avec moins de crédit en ce moment, donc c'est moins facile. Mais ceux qui en veulent réussissent parfaitement et je les salue tous bien volontiers. Ce que j'ajouterais, c'est n'ayez pas peur de la science. N'ayez surtout pas peur de la science. La science est superbe, la science permet d'avoir une vie heureuse et merveilleuse. La science est toujours pleine de surprises et de bonnes surprises, de surprises agréables, de surprises enthousiasmantes, éclairantes, éclatantes. Donc, ayez à l'œil la science, mais n'en ayez pas peur.